Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais vous parler de Next.js et du cache. Je m'appelle c'est Premier Octet, qui est une petite agence de 10 personnes spécialisée dans le développement React et React Native. Je suis formateur React Native TypeScript via l'organisme de formation Joli Campus. J'ai quelques petites passions, la musique, le vélo, le jeu vidéo, la science-fiction, bref, des petites passions de nerd. Mes sociaux, c'est Twitter, mon X, pardon, c'est Tibbs et mon GitHub, Télenclos. Et du coup, au menu, on va parler de tout ça. Donc je vais commencer par présenter Next. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que ça ne parle pas à tout le monde. Qu'est-ce que le cache de manière générale? Et on va voir du coup via les deux routeurs de Next des spécificités du cache plus Next. Je terminerai sur des différents points d'attention, des edge cases. Je vais parler d'un cas d'exemple aussi de nos applications qu'on a cherché à améliorer et de cache HTTP, de CDN, une petite ouverture sur la fin. Du coup, pour démarrer, Next, qu'est-ce que c'est? C'est un framework React open source créé par Vercel en 2016. Donc ça commence à dater un peu maintenant. Ça propose plusieurs modes de rendu. Donc c'est des acronymes qu'on a peut-être, vous avez peut-être déjà croisé plusieurs fois, le SSR, le SSG, le ISR. Euh, c'est les différents modes de rendu proposés par le framework. Il y a eu un talk là-dessus il y a un an par Tony Cabaye, ouais, je crois, qui était super intéressant. Ça supporte du coup Next les serveurs components et les serveurs actions, qui sont des nouvelles fonctionnalités de React sorties depuis moins d'un an. Et ce framework, il évolue très rapidement avec l'écosystème React, notamment parce que Vercel a embauché une bonne partie de la core team de React. Maintenant, je vais expliquer ce qu'est le cache. Du coup, de manière générale, le cache, c'est un stockage temporaire pour améliorer des performances d'un système. On peut le décrire avec trois types. Donc la mémoire, donc ça va être des stockages rapides pour des données assez fraîches et fréquemment utilisées. Donc on peut parler par exemple dans notre code de mémorisation de fonctions, ou la mémorisation en anglais. On va avoir le stockage disque, qui est un stockage plus persistant. Donc par exemple une base de données, c'est en fait une forme de stockage de cache. Et on peut parler aussi de cache réseau pour la latence et améliorer le trafic. Donc un bon exemple, c'est les serveurs DNS. Je ne sais pas si vous avez déjà mis un domaine ou changé un domaine. Il y a un temps de répercussion de ces DNS-là, et il y a plusieurs serveurs qui ont chacun leur cache. Donc c'est un bon exemple de cache réseau. Quand on utilise du cache, c'est pas tout rose, il y a du coup des avantages. On va avoir un accès plus rapide à nos données, on va réduire la charge sur nos ressources. Donc par exemple, si on met du cache devant une base de données, on va éviter que cette base de données soit trop chargée. Ça va nous permettre d'améliorer l'expérience utilisateur à la fin, parce que notre site va charger plus vite, notre application plus vite. Par contre, il va y avoir des défis associés à ça. La cohérence des données, parce que vous allez peut-être avoir des relations dans vos données, une donnée qui a plus de cache que l'autre, donc il va falloir s'assurer que les deux restent cohérentes, et donc pour ça, il va falloir maîtriser le mécanisme d'expiration de votre cache et d'invalidation. J'ai repris une code de Phil Carlton qu'on retrouve dans quasiment toutes les conférences, que j'ai adapté un petit peu au JS du coup, avec normalement c'est cache invalidation et naming things. Dans l'écosystème JS, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal pour nommer les choses, donc je trouve que ça s'appliquait pas. Pour Next, du coup, on a deux routeurs. On a un routeur un peu historique, qui est le page router, qui existe depuis la version 1 de Next. Il est basé sur le système de fichiers. Quand vous voyez une application Next avec un dossier page, vous pouvez vous dire que ça flash un peu, non? C'est le page router. Ça supporte les routes dynamiques, donc on va pouvoir faire des paramètres avec des noms de fichiers. Voilà. Maintenant, quand vous démarrez une application, avec Next, vous êtes plutôt proposé d'utiliser le app router, qui existe depuis Next 13. Ce qui est intéressant avec le app router, c'est qu'on va avoir les serveurs components. Donc toutes les nouvelles fonctionnalités de React seront implémentées dans ce routeur-là. Donc pour le premier routeur, on a quoi? On a des différents modes de rendu avec des fonctions qui s'appellent getStaticProps, getServerSideProps. Le principe du static prop, c'est qu'on va générer des pages statiques. Donc c'est une forme de cache, en fait, on préchauffe notre site. Ces pages statiques, elles peuvent être revalidées avec une méthode revalidate. C'est là qu'on parle d'ISR, pour Incremental Static Regeneration. Et getServerSideProps, c'est pour faire du rendu serveur, donc ça va être tout le temps des pages dynamiques. On devrait avoir tout le temps la donnée
la donnée assez récente. Et on va pouvoir quand même jouer côté serveur avec les headers de cache, donc le cache control, que je vais expliquer un peu plus en détail plus tard. Pour le AppRouter, on a beaucoup plus d'outils, voire trop. On a 4 caches donc, que je vais décrire, le fetch cache, le data cache, le route cache, le router cache. Désolé, j'arrête pas de dire cache. Donc pour fetch, le premier, il y en a 4. Le principe du cache fetch, c'est que Next va mettre en cache automatiquement toutes les requêtes fetch côté serveur. Alors, comme par hasard, la semaine dernière, il y a une Next15 qui est sortie, donc cette slide n'est déjà plus vraie. En fait, ils ont désactivé le cache automatique. Donc en Next14, toutes les requêtes fetch sont mises en cache automatiquement. En Next15, c'est plus le cas, c'est l'opposé. Il n'y a pas de cache, mais vous pouvez toujours en ajouter. Voilà, donc ça va vous permettre d'optimiser les requêtes de l'API. Donc si vous avez ici une fonction, par exemple getItem qui fait un appel fetch, si vous l'appelez 2 fois, elle est mise en cache. Le data cache, plus complexe à utiliser, mais en fait c'est comme le cache de fetch, sauf que là vous le contrôlez. Donc en fait vous allez mettre en cache une fonction. Ça va être un stockage persistant sur le serveur, comme pour le cache fetch. Voilà, je vais détailler un peu plus après. Comme je vous dis, depuis une semaine, il y a Next15 qui est sorti. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là on utilise une fonction unstable cache. Donc ils sont en train de pousser pour avoir plutôt une API avec des pragmas, donc ça va être des use cache, qui permettra de faire un peu le même système, mais à plusieurs autres niveaux, au niveau du fichier, du composant et de la fonction. Je vais pas trop en parler en détail parce que c'est une feature qui est expérimentale, il faut être sur Next Canary et activer un feature flag. Et d'ailleurs, pour information, Next15 est basé sur une version de React qui n'est pas encore sortie. Voilà, c'est discutable. Voilà, pour le route cache, du coup notre troisième cache, ça va être en fait la partie statique. Donc on va pouvoir générer des pages au build. Ça va être ce que vous voyez à droite ici. En fait, on a des pages pré-rendues en contenu statique. Et on va aussi avoir des pages qui vont être en ISR, donc en revalidation incrémentale. Donc le principe, c'est juste de stocker le HTML et le JSON de notre page. Et on peut servir à l'utilisateur des pages pré-rendues. Le dernier cache de Next, qui est du coup le router cache. Alors lui, vous ne le contrôlez pas vraiment en fait. C'est le cache côté client pour les transitions de page. C'est Next qui stocke temporairement. En fait, vous naviguez sur la page 2. Il va stocker que vous avez navigué, que vous avez déjà chargé la page 1. Et donc, si vous revenez sur cette page 1 plus tard, via la navigation back ou via un clic, c'est un peu chiant. Du coup, vous allez pouvoir afficher la page directement. C'est aussi très bien combiné avec un autre mécanisme de Next qui s'appelle le prefetch, où en fait, tous les liens de votre page qui sont dans le viewport vont être prefetch. Donc par exemple, sur ce site, on a un lien cours et un lien illustration. On peut voir qu'il y a des requêtes qui partent, alors qu'on n'a rien demandé, sur cours et illustration, avec un petit paramètre d'ailleurs RSC pour React Server Component. En fait, ces requêtes, c'est des prefetch, et ça va permettre de prefetcher la page, et quand je vais cliquer sur cours, je vais avoir la page qui s'affiche instantanément. Je vous propose de voir un peu ces problématiques via un cas d'exemple. Donc Pixel App, qui est un projet porté par Premier Octet, qui est une plateforme de site de vente en ligne pour créer son propre site de vente en ligne. Et l'objectif, ça va être d'améliorer les performances de cette application. Donc c'est un SaaS multi-tenant, ça veut dire qu'il y a l'application Pixel App, il y a une administration, et la personne peut créer son shop. Donc après, elle a son propre site avec son propre domaine, mais c'est toujours la même application Next. Du coup, il y a 4 pages qui sont assez intéressantes à chercher à optimiser. La homepage du service en soi, parce qu'elle ne devrait pas bouger beaucoup. Les homes de chaque shop, donc c'est des listes de produits. A priori, si on ne modifie pas les produits, il n'y a pas de raison que ce soit pas généré statiquement. Pareil pour les pages produits, et aussi le blog de notre plateforme. Du coup, si j'utilise le cache que je vous ai montré tout à l'heure, avec le unstable cache, ça ressemblerait à ça. Donc dans notre application, il y a une fonction qui permet de charger un shop avec ses produits et les catégories. Donc cette fonction, elle est assez simple. Elle prend en paramètre un
nom de shop, une page. Quel âge j'ai mis un nom de shop, une page, une catégorie. Et si je focus un peu sur les paramètres de notre cache, vraiment, il va falloir gérer plusieurs choses. Il va falloir d'abord une clé de cache. Donc une clé de cache, faut qu'elle soit unitaire, unique. Donc souvent, ça prend les paramètres de la fonction. Vous pouvez ne pas faire ça et laisser Unstable Cache faire lui-même la tambouille et récupérer les paramètres de votre fonction. Moi, j'ai préféré être vraiment écrire tous les paramètres pour savoir ce que je fais. Donc je reprends tous les paramètres de la fonction et je crée un tag de cache. Bah, typiquement, le tag, ça va nous servir à pouvoir target notre cache et lui dire bah, je veux invalider tous les shops, je veux invalider tous les pages produits assez facilement. Donc on wrap notre fonction, on lui donne la clé de cache, les tags et un autre paramètre qu'on peut utiliser qui est le revalidate, qui nous donne en fait la durée de notre cache. Donc là, on a mis 24 heures. Ce qui se passe, c'est qu'au bout de 24 heures, du coup, notre fonction, elle va être reappelée par next et il va reconstruire le cache. Pour invalider ce cache, on a plusieurs méthodes dans Next. On a revalidate tag et revalidate pass. Nous, on a dû utiliser revalidate tag parce qu'on peut potentiellement avoir plusieurs passes avec la même URL dans notre application, vu que c'est un multi-tenant. Il peut y avoir plusieurs fois la même URL en fait. Et c'était plus facile de partir des tags. Donc très simple, on appelle juste la méthode avec notre fonction pour créer notre clé de cache. Donc voilà, ça c'est pour le data cache. Après, on a cherché à aller plus en profondeur. Donc, par exemple, on ne comprenait pas sur la liste des produits, même après avoir fait ça, pourquoi Next nous mettait toujours en dynamique sur le rendu des pages. On a zéro info. On sait juste qu'il a choisi de se mettre en dynamique au lieu de faire du statique. Donc on s'est dit, bah, il y a des paramètres pour forcer ça, donc on va les utiliser. Et là, on a eu des erreurs. Donc on a été sur la liste des produits, on a mis force statique, on a mis le même TTL pour notre validate. Et là, on a eu des erreurs parce qu'on utilisait un hook qui s'appelle useSearchParams, qui nous fait descendre dans notre composant les query params de l'URL. Et ça ne marche pas, on ne peut pas faire ça sur des pages générées statiquement. Ça doit forcément passer par le routing. Donc on a réécrit ici la page du coup des catégories, en fait, on l'a remis dans un dossier avec le query params de page. On a voulu aller un peu plus loin aussi pour le shop, pour la home du service par exemple. Le souci qu'on a eu, c'est qu'en fait, en haut à droite, dans notre service, il y a un bouton pour se connecter. Et quand vous êtes connecté, en fait, ce bouton-là, ça devient le nom de l'utilisateur avec accéder à votre administration. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas mettre statiquement en cache notre page de notre service. Du coup, on a triché un peu. On génère quand même la page statiquement. Donc, en rendu server-side, on a ça. Ensuite, il y a le JavaScript qui arrive. Par exemple, le slider ici, c'est un composant front qui affiche un slider. Et dans un second temps, on a la récupération de la session qui se fait côté front. Donc là, ce composant-là, il n'est pas du tout dans l'application côté serveur. Ça nous a permis du coup d'isoler des parties de la page pour les mettre que côté client et bénéficier d'un affichage instantané de la home, sauf pour cette petite partie-là. Donc il peut y avoir un petit flash. Si votre session elle met un peu de temps à être récupérée, vous avez un petit flash qui apparaît. Comment on a fait ça? Du coup, on a utilisé une méthode de Next pour sortir les composants du rendu serveur via la méthode dynamique, Next Dynamic et un params qui s'appelle SSRFalse du coup. On s'est créé un petit helper de composants NoSSR qui permet de wrapper un composant pour le faire sortir du rendu côté serveur. Et notre composant header, avant, il ressemblait à ça. Donc, c'est un server component, il prend en props la session pour l'afficher. Et maintenant, en fait, il va du coup directement récupérer la session côté client. Voilà. Donc ça, c'est très chouette. On a réussi à mettre du cache, mais c'était pas si évident que ça. Premier problème qui m'a beaucoup perturbé, c'est que Next gère lui-même le header de cache control. Et ça m'a beaucoup énervé. Je pense que je suis un peu comme tout le monde. J'aime bien avoir la main sur
sur ce qui se passe dans un framework. Et Next fait beaucoup de magie. Mon avis est un peu partagé avec cette personne de Reddit qui écrit Full Stack Framework Concept Header. Ah ouais. Euh, ah oui. Ah ouais. J'ai perdu ma souris. Non, non. Ah, je sais plus. Ouais, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave, je vous l'ai dit. Il dit Full Stack Framework Concept Header. Voilà. Il est pas content. Euh, du coup, pour parler un peu plus de ce header cache control, c'est vraiment la base quand on veut faire du cache, HTTP en tout cas. C'est un header à connaître par cœur et que je vous recommande vraiment. Vous faites du développement web, c'est vraiment une documentation à aller voir et à comprendre. Et ce qui s'est passé quand j'ai mis mon cache, c'est que Next.js s'est mis à me répondre ce header-là, donc cache control avec un shared max age et un stale while revalidate. Le shared max, pardon, le shared max age, ça veut dire tous les serveurs qui se mettent entre mon applicatif et l'utilisateur vont pouvoir utiliser cette réponse pendant un temps déterminé. Donc là, c'est un jour. Et ces serveurs-là vont pouvoir servir la version en cache et la revalider si quelqu'un la demande entre-temps, la demande alors qu'elle a expiré. Donc si je revisite mon site le lendemain, j'aurai toujours la version en cache. Par contre, le CDN va faire la requête lui-même, va mettre à jour son cache, et l'utilisateur qui passera après moi aura la version à jour. Ce cache, il est actif que en mode production, donc ce header-là, vous pouvez pas le voir en dev, et même les fonctions de cache ne fonctionneront pas comme elles fonctionnent en production, donc vous êtes obligé de build tout votre projet pour vérifier que ça marche. Ça aussi, c'est pas évident au début, donc je vous préconise d'ajouter des tests pour s'assurer que vous cassez pas votre cache. Et quand il y a de la magie, vaut mieux s'assurer que ça marche sur le long terme avec des tests. Ouais, je vais accélérer, mais c'est plus grand chose. Pour continuer sur le cache HTTP, donc on va utiliser donc les entêtes HTTP. Là, je vous parle de cache control. Il y en a d'autres. Il y a Vary, eTag. Et ça permet du coup au navigateur ou serveur proxy. Là, j'ai parlé du shared max age, mais il y a le max age qui sert juste à mettre en cache dans votre navigateur. Et il va falloir les configurer selon vos besoins. Nous, on a pris un jour parce que ça correspondait bien à notre valeur de cache, mais ça peut être beaucoup plus long ou beaucoup plus court. L'important, c'est d'être cohérent avec votre application et vos besoins. Du coup, là, ce qui se passe, c'est que notre application elle était sur Vercel. Vercel, en fait, c'est aussi un CDN. Donc, c'est lui qui va faire ce proxy et récupérer, et servir le cache, la version en cache. Un CDN, pour faire court, ça permet de distribuer du contenu au plus proche de vos utilisateurs et de le garder en cache. Et c'est un proxy du coup pour votre application. Là, je vous ai mis un exemple pour un de nos clients où on a mis Cloudflare justement avec du cache sur les routes les plus utilisées. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 7,4 millions de requêtes, mais qu'en fait, il y a 75% qui est servi directement par Cloudflare. Donc en fait, votre application, elle se prend que un quart de la charge euh, de vos visites. Voilà. Dernière slide pour les spécificités Next et Vercel. Nous, notre but, c'était de réduire nos coûts, parce que du coup, Vercel propose une base de données avec un compute usage, donc vous payez à la demande. Donc dans Vercel, il y a ce PostgreSQL là, il y a le data cache. Vous allez payer aussi le data cache. Donc même si vous dites que vous allez baisser votre facture Postgre, en fait derrière vous allez quand même payer les ISR rights en fait qui correspondent à tout ce que vous mettez en cache. En fait ils vous font payer un file system. Hein. Donc ça nous a un peu embêté aussi. Voilà, je vous ai mis un slide de récap. C'est dans le log de Next. Si ça vous intéresse pour aller voir plus tard, je vais pas le détailler, mais en gros ça résume les quatre caches que je vous ai expliqués. Pour conclure, du coup, le cache, c'est un outil super puissant pour optimiser les performances de votre site ou de votre application. Dans Next.js, il y a beaucoup de solutions de cache intégrées, plus ou moins flexibles. Voilà. Et utiliser du cache quand ça a vraiment un impact. Si votre applicatif, elle marche très bien, elle est très rapide, il n'y a pas besoin d'aller dans cette complexité-là. Faites attention à la validation, l'expiration. Je suis assez à l'aise avec le cache au final, mais j'ai quand même eu des commits de fixe le lendemain
de mon implémentation. Et tirer parti des CDN. Il y a de fortes chances que dans votre infra, il y ait un Cloudflare, un Vercel ou un Cloudfront qui se balade et qui peut vous alléger pas mal de charges. Et attention à la magie de Next et des coûts associés à vos providers serverless comme Vercel, par exemple. Voilà, merci beaucoup.